Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. On a décidé de consacrer ce dossier du jour aux multiples dysfonctionnements du périscolaire à Paris alors que les scandales d'abus sexuels ne cessent de progresser. À Paris, 52 animateurs périscolaires ont été suspendus pour des agressions sexuelles et ce, sur les 3 dernières années. Sans oublier les violences et les manquements du quotidien. Un problème lié bien sûr aux failles du recrutement et à l'organisation même du système périscolaire dont on parle avec nos invités et ce, dans 1 minute. En culture, l'exposition Amazonia, c'est au musée du Quai Branly et c'est une forêt chatoyante pour bouleverser nos idées préconçues sur l'Amazonie qui nous est présentée. Vous allez voir, c'est absolument lumineux. En conso, enfin, la raclette, le plat hivernal préféré des Français qui nous régale et qui régale nos producteurs. On fait donc doublement une bonne action en mangeant de la raclette. On se fait plaisir et on fait du bien à nos éleveurs, nos producteurs et nos agriculteurs. On en parle en fin d'émission. Les chiffres font froid dans le dos. 52 animateurs périscolaires ont été suspendus pour des faits d'agression sexuelle à Paris. Et ce, au cours des 3 dernières années. Des chiffres et des témoignages de plus en plus nombreux qui montrent la triste réalité d'un périscolaire à bout de souffle, empêtré dans une crise du recrutement. On va en parler avec nos invités autour de la table. Inès de Ragnel, vous êtes vice-présidente du groupe Changer Paris. Vous êtes également conseillère Paris 15. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Anne, vous êtes cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Emma Ferrand, journaliste Le Figaro. Merci beaucoup, mesdames, d'être autour de la table pour évoquer ce sujet ô combien inquiétant. Cette situation qui prend de l'ampleur, il faut bien le dire, avec la campagne pour les municipales pour Paris 2026. Coup de projecteur, tant mieux, puisque ça met la lumière sur un phénomène terrible, une réalité qui est devenue de plus en plus présente. Le périscolaire, un lieu dangereux pour nos enfants. Comment est-ce qu'on l'explique ? Écoutez, comment est-ce qu'on l'explique ? Il y a eu une espèce de multiplication cette année, c'est vrai, de révélations et de faits d'agressions sexuelles, en tout cas de suspicions d'agressions sexuelles et de viols à Paris, et notamment sur un territoire, il faut le dire, qui est quand même très resserré entre le 11e et le 12e arrondissement. Je vous rappelle quelques chiffres. Vous donniez le nombre de 52 animateurs suspendus depuis 3 ans, mais c'est aussi, surtout sur l'année, là, une vingtaine d'animateurs, donc très concentrés sur les 8 derniers mois. Ce sont 13 écoles qui sont concernées, avec 9 écoles dans le 11e et dans le 12e arrondissement, pour vous dire, voilà, il y a vraiment un territoire qui pose un problème. Et donc cette multiplication, alors... Certains disent la parole s'est libérée et peut-être et tant mieux, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a des vrais dysfonctionnements qui existent depuis des années dans le périscolaire à Paris et que ces dysfonctionnements se sont exacerbés et que ça a laissé la porte ouverte à des tas de prédateurs, de pédocriminels qui ont pu rentrer dans nos écoles pour s'occuper des enfants et commettre toutes ces agressions. Anne, vous confirmez ? Oui, bien sûr. Alors pour moi, ce qui explique, vous en avez parlé un petit peu déjà, c'est le recrutement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un périscolaire où il n'y a pas de critères à l'embauche, si ce n'est d'avoir un casier judiciaire vierge, ce qui parfois d'ailleurs n'est pas toujours vérifié le jour même. Donc effectivement, c'est vraiment la porte ouverte à tous les dangers. Il y a également, nous, un problème dans la chaîne de remontée, c'est-à-dire qu'on sait que dans 4 de ces affaires, il y avait déjà eu des signalements qui avaient été faits et qui n'avaient pas été au bout, c'est-à-dire que peut-être que des parents ont signalé au responsable, que le responsable aurait dû en parler à son coordinateur, que le coordinateur aurait dû faire remonter ça à ce qu'on appelle la CASP. On ne sait pas exactement où ça s'est arrêté, mais enfin, clairement, ça s'est arrêté. Donc nous, on milite avec SOS Périscolaire depuis 4 ans, déjà, avec cette proposition qui avait été mise sur le bureau de M. Bloch, qui est en charge de la petite enfance à la mairie de Paris, pour justement des contacts qui soient indépendants et uniques pour les parents et les animateurs pour pouvoir faire des signalements qui amènent justement à des suspensions, à des enquêtes et à des contrôles. Et on voit bien qu'en particulier dans la CASP du 11-12, ça n'a pas été fait. Ça s'est particulièrement enrayé. Emma Ferrand, cette situation, cet état de fait, si on écoute la mairie de Paris, statistiquement, il n'y a pas eu de hausse des abus sexuels dans le périscolaire. Les chiffres seraient, je cite, stables depuis 3 ans. Là, pour la seule année 2025, on arrive bientôt à 20 suspensions déjà. En 2024, ils étaient 18 personnels concernés. En 2023, le même total sur un nombre de 32 suspensions au global. Finalement, statistiquement, ce que dit la mairie de Paris, c'est qu'il n'y a pas plus d'agressions sexuelles.
En réalité, déjà, on le voit ces derniers jours, il y a aussi de plus en plus d'affaires qui sont en train de sortir. Donc, en réalité, les chiffres, ils sont en train de grossir également. C'est vrai, quand on regarde par rapport aux chiffres des années précédentes, effectivement, c'est à peu près la même chose. Toutefois, c'est déjà trop. Bien sûr. Et surtout, on remonte qu'à 3 ans auparavant. Donc, ça décrit une dynamique générale quand même. Oui, mais c'est-à-dire quels sont aussi les chiffres des années précédentes? Ça, on ne le sait pas en réalité. Donc, c'est très bien d'avoir ce comparatif depuis 3 ans, mais c'est complètement insuffisant. Et ça, les familles le demandent aussi, d'avoir un véritable comparatif par rapport à avant. Inès de Ragnel entend de la mairie de Paris qui vous dit il n'y a pas vraiment d'augmentation. Le sous-texte, c'est acceptable? Ah non, mais là, moi, j'ai trouvé ça ultra choquant. Il y a 15 jours, justement, donc moi, j'ai posé cette question d'actualité à la maire de Paris en lui demandant de prendre ses responsabilités, puisque c'est quand même la chaîne de responsabilité de la ville de Paris. Elle est garante de la sécurité des enfants et c'est elle qui est dans la chaîne de recrutement, en fait, de ces prédateurs. Entendre dire par son premier adjoint en charge de l'éducation, mais vous inquiétez pas, Mme de Ragnel, en fait, vous faites tout un pataquès. En fait, on est dans la moyenne des statistiques nationales. Mais je me suis dit, mais ils sont totalement hors sol. Et en plus, mais aller dire à ses parents, ça montre bien d'ailleurs... Qu'on est dans la moyenne nationale. Non, mais surtout, alors déjà, je vais vous dire, toutes les personnes, tous les professionnels qui travaillent dans la protection de l'enfance me disent déjà, il n'y a pas de chiffre au niveau national. Donc la moyenne, je ne sais pas la moyenne de quoi, on n'a pas de chiffre. Et quand bien même ce serait vrai, et même ça si serait c'est vrai, terrifiant. Ça montre bien que M. Bloch et Mme Hidalgo n'ont reçu aucun parent de victime, parce que ces parents-là, si vous leur dites, vous êtes dans les stades, votre enfant, alors il a, je vais vous dire, des fissures anales, parce que c'est ça, les choses. Votre enfant, il a fait des fellations pendant des semaines à un animateur. Mais vous inquiétez pas, on est dans les stades, dans les moyennes nationales. C'est pas entendable. C'est pas audible. C'est pas audible. Et ça vous choque, ça vous blesse? Je vous sens très émue, très agacée. En fait, nous, évidemment, ça ne peut que nous énerver, puisque en fait, ces gens-là, donc M. Bloch, à la mairie de Paris, on lui dit depuis 4 ans ces choses-là. Et en fait, il a, par exemple, reçu les parents d'Emerio. On était là. Et il a présenté des excuses. Mais dans le 15e. Oui, dans le 15e, il y a aussi pas mal de problèmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on assiste à un mépris. C'est vraiment le mot qui revient. Les parents se sentent méprisés et abandonnés. Ce sont les 2 mots-clés qui reviennent systématiquement dans les affaires. C'est-à-dire que soit l'affaire est judiciarisée et suite à ça, la mairie de Paris dit laissons la justice faire son travail, c'est plus nous. La séance, ils mettent en place des psychologues. Généralement, ça dure quelques jours et après, c'est fini. Et on le voit dans plusieurs articles de presse. Mais il faut que ça soit médiatisé, en plus. Oui, mais c'est surtout que les parents se sentent abandonnés par la suite. Et ça, ils le disent dans les médias, les parents, qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Il y a des plaintes et ensuite, c'est silence radio. Donc ça, pour moi non plus, c'est pas entendable. Et véritablement, on ne peut pas se contenter de ce genre de réponse. Ça me fait penser justement au recrutement. En fait, c'est un peu pareil. Comme si on comptait sur la chance pour que ça se passe bien. On ne peut pas compter sur la chance pour qu'un recrutement fasse venir quelqu'un de diplômé. Il faut des critères, de la même manière qu'on ne peut pas se contenter de chiffres qui sont dans une moyenne. Enfin, à quel moment? Non. Emma Ferrand, ce climat qu'on décrit, ces réalités, ces faits qu'on expose, ces témoignages de plus en plus nombreux, Inès de Ragnel l'a rappelé, ils se concentrent quand même dans des arrondissements parisiens, dans le 11e et le 12e arrondissement notamment, mais ça décrit aussi d'autres réalités dans Paris. Est-ce qu'il y a des raisons psychosociales qui l'expliquent? Est-ce qu'il y a une réalité sociologique? C'est une très bonne question et très peu de personnes ont la réponse en réalité. En fait, c'est vrai, vous l'avez constaté, vous parlez du 11e et du 12e arrondissement. Alors pourquoi ces 2 arrondissements? Ce qu'il faut déjà expliquer, c'est que le système à Paris, il y a une vraie hiérarchie des services. Il y a la DASCO, en dessous il y a les CASP. Donc les CASP, ce sont des services qui regroupent 2 arrondissements à chaque fois. D'où le fait qu'il y ait le 11 et à la fois le 12e arrondissement qui soit pointé du doigt. Mais on constate surtout qu'il y a beaucoup d'écoles du 11e arrondissement. Alors pourquoi on peut supposer qu'il y a un dysfonctionnement déjà au niveau de la remontée d'informations dans ces arrondissements-là, dans le 11e et le 12e arrondissement. Il est possible aussi, certains se disent peut-être qu'effectivement on a affaire à des parents qui communiquent davantage, soit avec leur enfant, soit qui communiquent tout seuls. Ça, c'est difficile à prouver, surtout chez des enfants aussi jeunes. Quand on a 3 ans, c'est difficile de faire de la pédagogie avec des si petits. Une réaction, mesdames? Oui, en fait, nous, on le sait.
la CASP du 11-12, nous, on le sait de source interne. Il y a des animateurs depuis des années qui nous appellent à l'aide. On sait que cette CASP est dysfonctionnelle. On le sait, nous, SOS Périscolaire, sans pouvoir vraiment prouver les choses, sans pouvoir vraiment aller vraiment plus loin. On sait qu'il y a des gens qui ont arrêté des signalements à des endroits qui n'auraient pas dû être arrêtés, qui ont protégé d'autres personnes. La CASP du 11-12, je le dis vraiment sans langue de bois, elle est dysfonctionnelle. On le dit, on le sait. Donc, indépendamment, de faits isolés tout aussi graves dans des établissements et dans des périscolaires dans Paris, là, il y a une réalité d'un dysfonctionnement d'un organisme qui volontairement dissimule des faits ou en tout cas crée un climat qui permet que ça arrive. C'est des personnes. Ce sont les CASP, il faut le savoir, qui recrutent ces animateurs au niveau, donc, ce sont des circonscriptions qui, au niveau donc de leur arrondissement respectif. La CASP 11-12 a ces dernières années recruté un certain nombre d'animateurs qui posent d'énormes problèmes. Et de la même manière, moi, ça fait des années que j'entends des parents me dire que cette CASP ne fonctionne pas, qu'il y a des problèmes avec ces animateurs depuis longtemps. Même les collectifs de périscolaires, en fait, d'animateurs et des agents de la ville le disent. Moi, je les rencontre régulièrement, de la CFDT, tous les syndicats du périscolaire vous disent on n'arrive pas à travailler avec cette CASP, quand eux, ils sont des vrais professionnels. Donc, il y a un sujet dessus. Simplement, le problème de cette CASP aussi, c'est que c'est le territoire d'Anne Hidalgo, de Patrick Bloch et d'Emmanuel Grégoire. Alors, pardon de revenir à la politique, mais il y a aussi un effet de mise sous le tapis ces derniers mois, je pense, en arrivant vers la fin du mandat. Emmanuel Grégoire qui est en pleine campagne pour les municipales. Exactement, et qui est élu du 12e, Anne Hidalgo et Patrick Bloch du 11e. Je pense qu'il y a un sujet avec ces territoires et qui est aussi lié à ce mutisme et à ce déni de leur part. Je tiens quand même à préciser, et on va l'écouter, qu'Emmanuel Grégoire s'est confié sur France Inter le 24 novembre en expliquant avoir été victime en CM1 de violences pendant le temps périscolaire. Je vous propose qu'on l'écoute. Me sont remontés ces dernières semaines des faits insoutenables dans des écoles, à Paris et ailleurs, qui m'ont renvoyé à ma propre histoire. Cette histoire, c'est celle d'un enfant qui, en CM1, a subi des violences sexuelles pendant plusieurs mois, dans le cadre d'activités périscolaires, dans une piscine municipale, et sans qu'à l'époque, j'ai trouvé ni la force, ni les moyens, ni les mots de dire cette douleur. Et ces histoires qui me remontent me renvoient à quelque chose d'assez fondamental. C'est lorsqu'on est enfant, on ne sait pas poser les mots sur les choses. On a honte, tout simplement, de dire la vérité telle qu'on la ressent. Je porte cette cicatrice et je le sais comme beaucoup de personnes qui ont gardé le silence. Et je me dis que si je gardais le silence, alors cela n'aurait servi à rien. Mesdames, une réaction? C'est une victime, il faut l'entendre. La libération de la parole, elle est essentielle à tout âge, évidemment. Simplement, aujourd'hui... Maintenant, il y a besoin d'une prise d'acte et de décisions fortes qui vont dans le sens de la protection des victimes. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, à l'âge qu'il a, ça veut dire que depuis combien de temps il se passe des choses comme ça et personne n'en parle? En fait, tout simplement, pour nous... C'est un manque de volonté d'action politique? Moi, je rappelle quand même, avec évidemment tout le respect que j'ai pour toutes les victimes des agressions, et en fait, on en connaît tous, donc on pourrait tous faire des témoignages personnels. Et voilà, donc la libération de la parole, ok, très bien, on est pour, et c'est le sens, nous, de notre engagement en tant que parents, en tant qu'élus, de toutes les manières. Simplement, je pense que là, il y a un temps de la campagne qui est un peu biaisé. Moi, les parents, en tout cas, que j'ai régulièrement au téléphone, les parents de victimes, sont très gênés par ce témoignage-là. Et nous, en tant qu'élus, on se dit, mais alors, dans ce cas-là, quand vous étiez aux manettes, quand vous étiez adjoint en charge des ressources humaines, quand vous avez été premier adjoint d'Anne Hidalgo et que ces affaires... Pourquoi n'avez-vous rien fait? Pourquoi n'avez-vous rien fait? Et moi, je vais vous dire, juste là, sur ces derniers mois, tout ce que, avec mon groupe, moi, j'ai essayé d'alerter le Conseil de Paris en permanence. Alors, il se trouve que, bon, la dernière intervention a été un peu plus vue que les autres, mais globalement, dès le mois de mai, j'ai posé des vœux au Conseil de Paris. Les vœux, c'est notre manière de nos petites propositions de loi à nous, au Conseil de Paris, modestement. J'ai posé des vœux à chaque Conseil de Paris. Je suis intervenue à chaque Conseil de Paris. En mois de juillet, j'ai écrit une lettre au premier adjoint lui demandant une enquête administrative globale de l'Inspection générale de la ville de Paris qu'il devait saisir pour pouvoir faire un état des lieux. Un audit de ce qui se passait. 7 semaines après, c'est-à-dire qu'il a mis quand même un peu de temps, il me répond:
en me refusant cette enquête, en me disant non mais l'enquête globale n'est pas nécessaire, nous faisons des enquêtes épisodiques au cas par cas dans chaque école. C'est ce qui nous oppose depuis des années. C'est ce qu'on nous dit, ce sont des cas isolés. Et nous, on répond depuis le premier jour. Globale. C'est systémique. Le dysfonctionnement au périscolaire est systémique parce que par système, on entend un manque de professionnalisation de l'ensemble de la filière qui va donc de la formation qui est inexistante, voire en tout cas insuffisante, parce que le BAFA est censé être fait pour de l'accompagnement occasionnel et certainement pas pour valider. Voilà, exactement. Ensuite, donc le recrutement, on a vu, les critères sont très bas. Il n'y a même pas d'expérience, pas de compétences. Voilà. Ensuite, sur le moment, la chaîne de remontée, elle n'est pas professionnalisée. C'est-à-dire que nous, on est prêts et on voudrait être entendu par les ministères et par qui veut bien travailler avec nous pour créer des process et on veut des sanctions pour manque de signalement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier l'article 40 qui normalement oblige tous les fonctionnaires, et même les citoyens également sont obligés normalement de signaler quand il y a une violence qui est connue, mais les fonctionnaires à plus forte raison. À quel moment on leur oppose le devoir de réserve en leur disant, quand il y a une affaire, la mairie de Paris, on l'a vu, on nous l'a dit en témoignage, ne parlez pas aux parents. On demande ça aux animateurs. Donc les animateurs sont en grande souffrance parfois dans des équipes dysfonctionnelles, mais aussi perdus entre ces deux obligations-interdictions. Emma Ferron, on va justement parler ensemble de ces problématiques liées au recrutement, au manque de formation. Aujourd'hui, ça fonctionne comment, le périscolaire ? Anne a très bien résumé la situation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre en réalité. Il y a effectivement cette question on est censé vérifier que le casier judiciaire soit vierge, qu'il n'y ait pas d'inscription au FIJES, donc au fichier des délinquants sexuels. Bon, c'est pas un critère encore. Et ça, c'est ce qu'on demande. C'est ce qui a été annoncé par M. Bloch. Et préconisé déjà dans le rapport de l'inspection générale qui date de juin 2015. Les 50 recommandations ne sont toujours pas mises en place. 2015. Pas appliquées dans les faits. Non. 2015, pardon. 10 ans quand même. 2015, merci. Ouais. Et pour autant, est-ce que de toute façon ce serait suffisant ? C'est aussi la question. C'est-à-dire que ça, mettre déjà ces deux choses en place, ok, mais il y a plein de parents qui se sentent quand même pas suffisamment en sécurité, qui disent que ça reste insuffisant. Alors la question, c'est quels critères supplémentaires on pourrait mettre ? Ça, c'est aussi la difficulté et ça peut se discuter. Mais effectivement, pour le moment... demain, je peux devenir animatrice dans le périscolaire et commencer sans formation, sans vérification au préalable et être auprès d'enfants. Vous commencez dans la journée, c'est encore mieux. On n'attend pas 24 heures. On vous trouve dans la rue. Il y a des CASP qui ont recruté dans la rue des animateurs, des candidats comme ça, potentiels. Donc en fait, aujourd'hui, le critère obligatoire, c'est de regarder le casier judiciaire pour qu'il soit vierge. Mais en général, quand la personne est recrutée dans les 24 heures, dans les 48 heures, on n'a pas le temps d'avoir cette vérification. On n'a pas le temps d'avoir la remontée, d'avoir la réponse. Normalement, c'est administratif puisqu'on rentre les coordonnées de l'animateur quand il arrive et s'il y a un problème, il y a un point rouge et administrativement, normalement, le recrutement ne peut pas être validé. Néanmoins, quand on en appelle, et on a vu des collègues journalistes à vous se faire embaucher et commencer sans même avoir signé de contrat, donc ça pose la question de l'identité pure. Qui n'a pas été vérifié, on comprend bien qu'en fait, le côté administratif qui pèse aussi sur les responsables des équipes qui ont tant de choses à faire, et comme ils sont en sous-effectif chronique, ils ne peuvent pas être devant l'ordinateur à rentrer tout ça pendant qu'il y a 40 enfants et qu'il y a un seul animateur parce qu'il en manque 2, évidemment que ça crée ce genre de dysfonctionnement. Emma Ferron, est-ce qu'on doit, on le dit beaucoup sur certains métiers, on doit revaloriser ce métier, ne pas juste se dire, c'est quelqu'un qui va vaguement s'occuper de nos enfants le soir ou le mercredi après-midi. Non, c'est un métier, on est au contact d'une population vulnérable qui a besoin d'être éduquée, qui a besoin de faire des choses intéressantes et donc il faut qu'on élève le niveau de ce métier, qu'on soit plus exigeant et donc qu'il soit aussi mieux rémunéré. On connaît les problématiques de rémunération à Paris et le coût de la vie. Bien sûr, effectivement, ce serait essentiel, d'autant qu'on a toujours, dans ces cas-là, le métier tel qu'il est aujourd'hui, ça véhicule l'idée que n'importe qui peut le faire. C'est pas important. Ça n'est pas important. Or, tout le monde n'est pas en capacité de surveiller convenablement un enfant, parce qu'on parle d'agression sexuelle depuis tout à l'heure, mais il y a aussi des violences physiques, des violences morales, de la négligence, un animateur qui va être sur son portable ou en train de fumer une cigarette alors qu'il y a un enfant qui est en train de tomber d'un toboggan. Ça aussi, en fait, ça entre dans toutes ces violences. En réalité, les enfants, à un âge en maternelle, ils ne sont pas forcément capables de discerner ce qui est bien et ce qui peut être dangereux pour eux. C'est important de parler de ces réalités aussi. Absolument, mais alors là, ce qui est drôle, c'est que nous,
on est à un point où on se disait que si seulement ils n'étaient que sur leur téléphone ou en train de faire une pause cigarette. Nous, ce qu'on voit, c'est tout un spectre extrêmement large et très pernicieux des violences invisibles, qu'on dit parfois dites éducatives ordinaires. C'est quoi ça ? C'est-à-dire, ça va être des violences psychologiques, de la terreur appliquée aux plus petits pour qu'ils dorment, pour qu'ils mangent, ces moments où ils sont extrêmement vulnérables. Ça va être, si tu ne finis pas ton assiette, je t'enferme. On a vu des enfants enfermés dans des pièces. On leur dit, si tu ne dors pas, tes parents ne viendront plus te chercher. On leur confisque leur doudou. Donc c'est régner par la terreur parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'est pas formé pour gérer ce genre de groupe. Nous, ce qu'on demande depuis très longtemps, en particulier, c'est que les formations, évidemment, donc, soient élevées, mais surtout qu'il y ait une différenciation nette en revenant à des formations de petite enfance pour les âges de 3 à 5 ans, parce qu'on comprend bien qu'un enfant, voire 2 ans et demi pour les très petites sections, quand il sort de la crèche à l'école, il peut y avoir des accidents, il y a un rapport au corps, et c'est là où les enfants sont les plus vulnérables. C'est aussi pour ça, et c'est terrible, c'est terrifiant, que en fait, ce sont les plus petits qui sont souvent victimes de violences sexuelles, parce qu'évidemment, quand on amène un enfant aux toilettes, quand on doit le changer, quand on doit le faire dormir, et qu'il ne parle pas, ce sont les victimes les plus faciles. Donc et puis, comme le disait Emma, ils ne sont pas forcément en capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est grave, ce qui est et comme il y a désagréable mais pas important. Mais là, toutes les remontées, toutes les révélations qu'on a eues cette année, elles sont venues par des enfants entre 3 et 5 ans. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a aucun adulte qui a fait ces signalements-là en premier. La plupart des signalements, je prends par exemple l'école Bulourde dans le 11e, ça a été plutôt au mois de septembre-octobre. Les premières remontées, elles sont venues d'un enfant qui a parlé à ses parents d'un autre enfant agressé. Et c'est-à-dire que les remontées ont été comme ça. Enfin, les prédateurs sexuels sont très habiles pour ne pas se faire prendre, évidemment. Mais donc c'est pour ça qu'ils s'en prennent aux petites victimes. Et si on avait des formations de la petite enfance, ça permettrait aussi de confier, par exemple, le change qui, aujourd'hui, a été enlevé des fiches de poste. Rendez-vous compte, personne sur sa fiche de poste n'a en charge le change des enfants. Parce qu'en fait, quand on est passé à la semaine de 5 heures, on a demandé aux ATSEM de devenir des animatrices, puisque finalement, ça leur faisait moins d'heures sur la semaine. Et on leur a dit, comme évidemment, elles n'étaient pas contentes, on leur a dit, mais en fait, on va vous enlever quelque chose. On a enlevé le change, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un enfant a un accident, on voit des animateurs qui jouent à pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui va se dévouer. Et ça, on nous l'a dit en face. Non, mais vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui finit par le faire. Non, encore une fois, on ne peut pas compter sur la chance pour que la dignité, pour que la dignité des enfants soit respectée. Ça fait partie des premiers témoignages qu'on a reçus des enfants qui sont dans leurs excréments pendant des heures. Ça fait partie des violences qui sont traumatisantes pour les enfants. Et c'est ce que j'appelle les violences invisibles. Alors là-dessus, nous, on essaie de rentrer dans le concret quand même. Et oui, c'est très concret. Et faire des solutions, de proposer des solutions, parce qu'on ne va pas rester à faire juste de l'alerte depuis des mois. Vous proposez notamment avec Rachida Dati de passer à une semaine de 4 jours pour que le mercredi soit une vraie journée qu'on considère dans notre esprit et donc qu'on difficile à dire, qu'on institutionnalise comme une journée du périscolaire. Je vais vous expliquer. Non, mais déjà, il y a 2 choses. Il y a un plan d'urgence à avoir, je pense, de façon immédiate, peut-être temporaire, mais immédiatement, il faut un plan d'urgence pour ces écoles qui sont concernées, en tout cas ce territoire du 11e et du 12e arrondissement. Ça me paraît fondamental, parce que là, on ne se rend pas compte, on parle comme ça de viol un peu en l'air, mais il y a des dizaines, des centaines de familles qui sont paniquées à l'idée de déposer encore leur enfant tous les matins à l'école. Et qui n'ont pas le choix, on le précise aussi. Et qui n'ont pas le choix. Je pense à toutes ces familles qui, en stratégie d'éviction, parce qu'elles ont les moyens, trouvent d'autres solutions. Ça crée des inégalités sociales et des disparités immenses. On n'a jamais vu autant de dossiers en cours d'année envoyés dans les écoles privées du quartier, du 11e et du 12e, parce que ces familles-là fuient le public. On en est là. Donc il y a un état d'angoisse, d'anxiété qui est phénoménal dans ces quartiers. Donc il n'est pas possible de rester là-dessus et se dire, bon, on va faire un plan pour mars 2026 pour faut réagir maintenant. Si Rachida Dati est élue maire de Paris. On a des choses. Mais d'abord un plan d'urgence. Notre plan d'urgence, un enfant ne doit jamais rester seul avec un adulte. Ce n'est pas possible. Il y a un problème de taux d'encadrement, je le sais. Parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas être 2. Mais il faut concentrer temporairement dans ce plan, il faut concentrer un certain nombre d'agents, d'animateurs dans ces écoles pour qu'il y ait un nombre suffisamment d'animateurs pour un taux d'encadrement satisfaisant. Deuxième chose, il faut évidemment qu'il y ait une personne qui soit en charge de l'hygiène, du passage aux toilettes, etc. Il faut que pendant ce temps-là, plus aucun adulte seul n'accompagne un enfant aux toilettes ou ne change un enfant. Ça paraît évident, non ? Ça paraît évident. Ça paraît tout bête. Et pardon, mais c'était dans les recommandations déjà en 2015. Et les nôtres aussi. Ça fait 10 ans. Et nous, moi c'est mon premier mandat, ça fait 5 ans que j'en parle en Conseil de Paris.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a le sentiment que c'est, vous l'avez dit, des choses toutes bêtes, des choses de l'ordre de l'évidence, qu'en termes de moyens, évidemment, ça coûte de l'argent, mais c'est pas non plus des budgets colossaux. C'est pas l'argent. Nous, on a eu quand même cette satisfaction, on en a eu très peu, mais quand même celle-ci, que M. Bloch nous regarde dans les yeux et nous dise « ce n'est pas un problème d'argent ». C'est une réalité, on imagine ce que tant coûte, mieux. Le problème, il est où? Le problème, c'est que ce recrutement, on a besoin de candidats et il n'y en a pas. Parce que le passage à la semaine de 5 jours n'a pas été anticipé par les institutions. Donc il y a eu un appel d'air, on a eu besoin d'énormément d'animateurs et d'animatrices, mais il n'y avait pas de programmes qui ont été proposés en amont pour répondre à cette demande. Il n'y a pas eu d'attractivité. Donc nous, ils ont compté, encore une fois, sur la chance, pour que, en se disant, on nous l'a dit, que c'était un job d'étudiant. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement mal rémunéré, ce sont des horaires hachés, c'est tellement mal reconnu. Même les étudiants n'en veulent pas. Les étudiants préfèrent aller travailler dans les fast-foods, ils nous le disent. Donc en fait, on se retrouve avec des populations de candidats qui n'ont pas le profil classique, on va dire. Et c'est là où c'est vraiment la porte ouverte à des dangers. Crise d'attractivité et derrière les conséquences qu'on connaît sur la qualité du recrutement. Il n'y a pas assez de candidats. Donc les fameux 2 personnes, etc., comme vous disiez, parce que je l'ai dit juste avant, ça paraît évident, mais ils ne trouvent pas. Oui, mais donc du coup, si demain, nous, en mars 2026, Rachida Dati est maire de Paris, nous, ce qu'on propose, c'est donc une refonte globale du périscolaire. Pour cela, évidemment, on revient à la semaine de 4 jours. On ne cesse de le dire depuis des années. On nous dit que les parents sont contre. Je peux vous dire que je me permets quand même de préciser que ce n'est pas l'état de la recommandation qui a été formulée par la Convention citoyenne pour, bien sûr. En revanche, les enseignants... Quand on voit les dérives du périscolaire, on comprend que c'est des aménagements qui auraient du sens. Mais moi, je me permets de vous préciser qu'ils ont statué sur 4 jours. Il y a 5 jours, pardon. Plus de 90% des collectivités territoriales françaises sont à la semaine de 4 jours. Tout à fait. L'enseignement, il faut le redire pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, Paris est une exception. Partout en France, c'est 4 jours. Attends, il n'y a pas que Paris. L'enseignement privé à Paris est aussi à la semaine de 4 jours. Oui. Voilà, première chose. Donc, l'enseignement sur 4 jours, c'est bénéfique pour les enseignants. Ils nous le demandent. Les syndicats d'enseignants vous disent, nous, on préfère avoir des journées pleines, du 8h30, 16h30, 4 fois par jour, et 4 fois par semaine. Et puis, l'école nous appartient à ce moment-là. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, l'école, elle marche à 2 têtes à Paris. Vous avez le directeur du périscolaire, le directeur de l'école, les deux se parlent pas forcément. C'est moins lisible. Mais les parents, ils ne savent pas qui est le directeur du périscolaire, ils ne savent pas qui s'occupe de leur enfant, à quelle heure. Moi, je me souviens, les premières années avec notre premier enfant à l'école, on ne savait plus si c'était le jour d'étape, donc du temps périscolaire, ou pas le jour d'étape, il faut apporter le sac à dos, pas le sac à dos. C'est illisible. Donc, on revient sur cette semaine de 4 jours. On a le mercredi qui est sanctuarisé pour le périscolaire. Et là, vous allez... Ça fait des journées entières de travail. Vous recrutez des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, qui sont beaucoup plus intéressés par ce métier-là, parce que vous ne lui proposez pas un job où il doit travailler de 11h30 à 13h30, puis après à 15h à 16h30, mais juste 2 fois par semaine, les autres jours, il reprend que à 16h30. Vous voyez, c'est infaisable d'avoir quelqu'un de qualité à ce moment-là. Ça motive les troupes. Ça motive les troupes. Et la communication est meilleure, parce que ça évite d'avoir aussi des agents différents entre deux après-midi différentes. Et donc, on a une personne. Les parents savent à qui s'adresser, et c'est le même animateur qu'on retrouve. Un peu plus. Voilà. Et donc, un mercredi plein ou un mercredi, une matinée, une après-midi en fonction des besoins des familles. On va pouvoir proposer des activités de qualité parce que vous avez une journée pleine. Un tap d'1h30, il faut dire la vérité. À 15h, ils sont en récréation. À 15h20, ils reviennent. En gros, ce que vous disent les animateurs, c'est qu'ils ont 30 minutes pour proposer une activité. Et donc, ils terminent avec un coloriage. Comme ils sont tout seuls avec des groupes, il suffit qu'il y ait un enfant qui a besoin qu'on l'amène aux toilettes. Nous, ça, on nous l'a dit, des animateurs et des animatrices. Non, mais ils doivent emmener tout le groupe d'enfants aux toilettes parce qu'ils ne peuvent pas laisser les uns tout seuls, mais ils doivent emmener l'autre aux toilettes. Enfin, c'est des choses qui sont très concrètes. C'est de la logistique. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez d'animateurs sur le terrain. J'aimerais juste qu'on dise un mot pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans cette situation, qui ont un enfant pour lequel ils ont des doutes sur une agression ou non, ou bien qui en sont persuadés. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on contacte? Si on a l'impression qu'il y a eu une agression et qu'on a des preuves, ou en tout cas qu'on a des faits tangibles, voilà, on porte plainte. Ça, c'est la base, évidemment. Maintenant, quand on a un enfant qui commence à présenter des signes, alors les signes, c'est quoi? C'est un enfant déjà qui ne veut plus aller au périscolaire et qui montre que c'est ce temps-là. C'est pas « je ne veux pas aller à l'école », c'est « je ne veux pas aller à l'activité, je ne veux plus aller à la cantine » ou la sieste, on lui parle de la sieste, il pleure, il veut plus faire la sieste à la maison. Quand c'est très précis comme ça, les enfants savent très bien ce qu'ils disent, la plupart du temps. C'est juste qu'on les écoute pas. Donc déjà, ça, c'est le premier signal. Ensuite, discuter avec l'enfant. Beaucoup de parents, en effet,
effet, n'ont pas cette conscience au départ que la responsabilité de l'enfant au cours de la journée va et vient entre l'éducation nationale et la mairie. Puisque c'est la mairie qui est donc responsable en tant qu'employeur du périscolaire, je le répète. Donc en fait, demander à l'enfant des questions peut-être un peu plus précises. Qu'est-ce que tu as fait après l'école avec ton maître ou ta maîtresse, pour voir. Ça nous amène à une troisième chose, c'est que quand l'enfant commence à dire qu'il y a un problème avec un adulte, il faut pouvoir l'identifier. C'est pour ça que nous on parle d'un trombinoscope, et là l'effet d'annonce de la mairie de Paris était absolument génial, puisque cela va être voté au Conseil de Paris. Monsieur Bloch, ça a déjà été voté au Conseil de Paris. C'est juste que c'est pas appliqué. C'est juste que c'est pas appliqué. Ça permettra aux enfants d'identifier en 10 secondes. Oui, alors il y a des vacataires, c'est pas infaillible, on ne peut pas être infaillible, mais au moins ça permet c'est le minimum. Non mais qu'il y ait des drames isolés, malheureusement, et quand ça touche un certain nombre de familles, c'est horrible pour elles, mais il y en a toujours eu. Ce qu'on veut juste, c'est qu'il n'y ait pas cette multiplication-là. Bon, nous, on a également des propositions, au-delà évidemment de changer les rythmes scolaires, sur le recrutement. Il faut absolument faire une enquête de personnes, une enquête d'environnement. En plus, appliquer les recommandations du rapport de 2015. Bon, nous, on demande quand même un nouveau rapport aujourd'hui, une nouvelle enquête globale, administrative globale. En état des lieux sérieux de la situation. Bien sûr. Je suis désolée, je me rends bien compte qu'on pourrait continuer à en parler pendant très longtemps. On reprogrammera évidemment une émission sur le sujet puisque c'est extrêmement important et ça concerne évidemment tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir été présentes toutes les trois en plateau. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Dans l'entretien culture aujourd'hui, on vous propose une plongée dans l'Amazonie. Au musée du Quai Branly s'expose Amazonia, création et futur autochtone. On est plongé dans une forêt luxuriante au contact de ce qu'est vraiment l'Amazonie. On va en parler avec vous, Leandro Varisson. Vous êtes commissaire de cette exposition. Rompre les préjugés sur l'Amazonie et nous en donner une version plus juste. Pourquoi, à votre avis, ce territoire subit-il une distorsion de sa réalité, surtout de ses réalités ? Je pense que l'Amazonie, en Europe et en Occident, d'une façon générale, a une vision, appartient à un imaginaire assez ambivalent. Parce que d'un côté, c'est très célèbre, non? Tout le monde, je pense. Tout le monde connaît ce poumon vert qu'est l'Amazonie. Exactement, mais à part le fait que c'est une forêt vierge, habitée par des Indiens un peu génériques qui vivent là-bas de façon immémoriale, on ne sait pas grand-chose sur l'Amazonie finalement. Alors que c'est une région où sont parlées plus de 300 langues, où il y a des cultures extrêmement diverses, une des régions les plus biodiverses de la planète, et on a voulu complexifier un peu ces regards sur l'Amazonie. Vous avez raison, on a en tête ces archétypes, poumons verts, forêt vierge, ces Indiens, ces autochtones qui habiteraient là-bas depuis toujours, qu'on connaît mal et auxquels on ne prend pas le temps de s'intéresser. Vous avez voulu renverser ces réalités. Vous nous présentez une exposition qui montre les réalités plurielles de ce territoire en miroir, et vous l'avez déjà dit, de cette biodiversité incroyable et extrêmement luxuriante. Et vous nous le montrez sous l'angle de la modernité et de l'ingéniosité de ceux qui y habitent. Je trouve ça génial d'être un peu dans leurs yeux, dans leur regard, et de montrer la manière dont ils perçoivent, eux, ce territoire. Oui, exactement. C'était un peu le défi que nous avons voulu, disons, soulever avec cette exposition, de nous approcher le plus possible des regards des peuples qui habitent l'Amazonie. Parce que finalement, on parle beaucoup d'Amazonie, on va l'étudier, mais c'est toujours des regards extérieurs à cette région. Et donc biaisés. Exactement, forcément biaisés, non? Ça ne veut pas dire que tout est faux, bien évidemment, mais il y a une partie disons, d'un regard qui finit par tomber dans certains stéréotypes. Et je pense qu'inviter les populations qui habitent l'Amazonie à parler, à s'exprimer directement... C'est précieux. Exactement. Je pense qu'il est temps de le faire. C'est ce que vous faites dans la première partie de l'exposition, notamment, même si vous continuez à le faire en fil rouge tout au long de cette exposition magnifique. Vous nous parlez notamment des mythes amazoniens, de ce peuple Inikaraja, je ne sais pas si je le prononce bien, le peuple de l'eau, qui a, je trouve, une symbolique très belle, ce déchirement avec leurs ancêtres qu'ils ont dû abandonner au monde aquatique et qui viennent leur rendre visite de temps en temps. Ça donne ces poupées Ritsoko, qui sont absolument magnifiques. Ça donne des objets d'art aussi, cette pluralité. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces poupées qui sont géniales et qu'on voit à l'écran ? Oui, tout à fait. Alors, les Hitchoko, il faut savoir que les Karaja, on parle de deux dialectes. Les femmes parlent un dialecte et les hommes parlent un autre dialecte. C'est vrai? Ouais, d'accord. Ça doit être marrant pour se comprendre déjà qu'on a parfois du mal à se comprendre. Exact. Ou ça peut apporter des bénéfices. Peut-être, ça dépend du point de vue, je pense. Alors, les Hitchoko, c'est comme les femmes. Vous pouvez prononcer Hitchoko. Moi, je pense que je dois prononcer Hitchoké. Bon, je ne suis pas un spécialiste non plus de la langue Karaja. Mais les femmes Karaja, elles sont connues depuis très longtemps comme des potières, comme des céramistes très célèbres. Et au Quai Branly, nous avons la chance d'avoir une belle collection
qui était initié par Claude Lévi-Strauss, qui est le célèbre anthropologue français, quand il était professeur à l'Université de São Paulo. Il a collecté toute une série de Hitchcock, déjà à l'époque, et cette collection était enrichie par la suite. Et là, c'est que nous avons la chance d'avoir aussi dans cette partie de l'exposition, nous avons invité des artistes contemporains à dialoguer aussi avec cette tradition céramique caraja. Nous avons par exemple Cássia Borges, une artiste qui retravaille justement cette matière, la céramique, mais pour l'interroger d'une façon plus moderne aussi. Ils sont nombreux, justement, ces artistes, à être extrêmement inspirés, intrigués par ce territoire. Et puis, ces mythes, cette mythologie amazonienne, ces peuples qui ont chacun une histoire très belle et je trouve beaucoup de spiritualité aussi. J'aimerais qu'on parle des peuples du Rio Negro. C'est une véritable société internationale dont vous présentez les liens très forts au travers des magnifiques photographies que vous présentez avec ces néons et ces jeux de lumière. C'est absolument magnifique. Je trouve que ça a quelque chose de très vibrant. Oui, ça, c'est des photographies, en effet, de Paulo Dessana. Là, on a dans une autre région de l'Amazonie, on a voulu aussi montrer une diversité des paysages, parce que l'Amazonie, c'est pas vraiment... Ce n'est pas qu'une forêt vierge. Exactement. On a l'impression que l'Amazonie, c'est la même chose partout, alors que dans les Rio Negro, par exemple, il y a des montagnes qui font 3500 mètres. C'est quand même... c'est important de le dire. Ça dit quelque chose du paysage. Exactement. Et nous sommes dans une région, comme vous l'avez bien dit, une région des peuples très internationaux, où les personnes parlent 5 et 6 langues différentes. Il y a des peuples qui pratiquent ce que nous, les anthropologues, on appelle l'exogamie linguistique, c'est-à-dire je vais me marier, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui parle ma langue. Donc là encore, il y a des pratiques langagères assez innovantes, je pense. Et Paulo Dessana, justement, il s'interroge justement sur qu'est-ce que c'est un corps humain. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde une personne. Et surtout là, il a pris des photos des chamans, des guérisseuses, des personnes qui sont des anciens, qui sont des porteurs culturels, qui ont une force spirituelle assez impressionnante. Et il relie ça avec aussi les mythes de création, parce qu'eux, ils ont été créés par des gens tonnerres. Des gens dont le corps est invisible, est conçu de tonnerre. Donc, comment voir ce corps différemment? Et je pense que Paulo nous... C'est une très belle illustration de ces gens nés du tonnerre. Dans une deuxième section intitulée « Fabriquer les humains », vous nous racontez comment on ne naît pas humain et qu'on le devient. C'est un ensemble de rites codifiés qui permettent d'expliquer les différents passages à l'âge adulte, mais aussi à tout ce qui rythme notre vie. Vous présentez notamment un collier à sifflet que je trouve absolument sublime dans l'exposition. On dirait un objet d'art, un objet de mode. Presque, et ça montre la qualité de cet artisanat. C'est magnifique, pardon. Et à quoi ça correspond, par exemple, ce collier? C'est un collier qui est fait par le Carport. Le Carport, pour moi, c'est Je suis contente que vous le prononciez, vous. J'ai triché plein de fois. Non, mais vous le prononcez très bien, ne vous inquiétez pas. Donc, les Carports sont des vrais orfèvres de la plumacerie. Ils utilisent des plumes minuscules pour recomposer des oiseaux, finalement. C'est-à-dire, on va chasser plusieurs oiseaux, on va prélever les matières et on va reconstruire des oiseaux. Et là, c'est un collier sifflé, en effet, qui est utilisé lors d'une cérémonie de nomination d'un enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que cet os qu'on voit au milieu, les sifflets, c'est l'aile d'un aigle harpie. C'est un des plus gros aigles au monde, que les Carpors disent que c'est un sorcier terrible. Et pour chasser cet animal et obtenir cet os, il y a tout un périple qu'il faut suivre, et surtout parce que les harpies, ces sorcières, elles sont vraiment très vengeresses. Il faut prendre beaucoup de précautions pour constituer cet objet qui est une beauté époustouflante, je trouve, dans ses couleurs électriques. Mais il y a tout un savoir mythologique associé aussi à ces objets. C'est magnifique parce qu'à chaque fois, derrière chaque objet, derrière chaque rite, il y a une signification très profonde avec une histoire mythologique ou non, spirituelle ou non, religieuse ou non, et à chaque fois un ensemble de traditions, et vous l'avez dit, qui est extrêmement différente selon les différents lieux de ce territoire qu'est l'Amazonie. Je le disais tout à l'heure, mais je trouve que c'est une exposition qui est très vibrante, qui est luxuriante, qui est chatoyante. Ça se voit aussi dans ces peintures sur les corps. Moi, j'ai toujours trouvé ça magnifique de voir la beauté au naturel sur les corps et se dire, finalement, c'est une manière de faire du corps une œuvre d'art, ça dit quelque chose aussi du respect des corps et de la nature. Ah oui, mais carrément, c'est bien ça, de transformer presque le corps en œuvre d'art. Et ce sont des peintures que nous, on a une tendance à les voir comme du graphisme, alors que pour eux, c'est extrêmement figuratif. Ils savent lire ces peintures corporelles. Ils expliquent, par exemple, que c'est comme les vêtements pour nous. Quand on porte un vêtement, ça veut dire quelque chose. On dit quelque chose, oui, bien sûr. Exactement. Et là, c'est un message qu'on veut passer. On parle d'un moment qu'on traverse dans la vie. On parle d'une cérémonie donnée, de notre rôle aussi au sein de la société. Et surtout,
surtout aussi, ces peintures peuvent avoir des pouvoirs aussi. On peut les employer à des fins thérapeutiques, par exemple. Okay. Là, quand on est malade, pour nous protéger de certains événements, on va aussi adorner le corps avec ces peintures. Dans une troisième partie, vous parlez de la manière dont on entre en connexion avec l'autre et notamment avec l'au-delà. C'est vrai que le surnaturel a quand même une place extrêmement importante. Par surnaturel, on met dedans ce que l'on souhaite, et notamment chez le peuple Wayana. Tout à fait. Nous, on a, faute d'un mot plus précis, on utilise On a ce dit mot surnaturel. C'est vrai que c'est difficile de qualifier. Exactement, parce que nous, on est étrangers dans la plupart du temps à ces cultures. Les Wayana, par exemple, ça, c'est l'image que nous voyons ici, c'est une effigie d'un ogre cannibale, pour faire très simple. Un être extrêmement dangereux, c'est le maître des maladies. Quand il se déplace, il répand des épidémies. Il faut avoir, quand cet être émerge au centre du village, c'est un moment de tension. Il faut savoir performer la danse d'une façon précise pour éviter justement que les épidémies, que tous ces dangers se répandent. Mais c'est aussi l'être le plus beau qui existe. Moi, je trouve ça magnifique. Je trouve pas du tout que ça fasse peur. Je trouve ça intriguant, mais très beau. Exactement, mais la notion de beauté en Amazonie est très liée au danger. Je pense que plus une chose, une personne, plus c'est beau, plus c'est dangereux. D'accord. Aussi. Il faut toujours faire très, très attention avec la beauté. Vous nous parlez aussi beaucoup des visions et des rêves. C'est lié aussi à cette mythologie, à ces exemples surnaturels dans la manière de concevoir les traditions. Vous nous présentez un joli hamac d'enfants. J'aime bien l'idée de ce monde des songes, ce monde des rêves. Ça a été très étudié en Europe. Ça a des significations différentes partout dans le monde. Mais c'est comprendre aussi le monde différemment. Ah, mais vous avez tout à fait raison, parce qu'en effet, chez nous, je pense que le monde des rêves, qui a été très, très étudié par la psychanalyse en Occident, on relègue les rêves au rôle de notre subjectivité. Nous opposons en quelque sorte, je pense, le monde des rêves au monde objectif. À ce qui se passe effectivement dans la vie. Exactement. Alors qu'en Amazonie, ce n'est pas le cas. En Amazonie, les peuples amazoniens, pour eux, les rêves nous donnent à voir une autre réalité possible, imaginable, ou carrément une réalité concrète existante. Et rêver, c'est toujours avoir traversé un portail, ce qui n'est pas sans danger aussi. Bien sûr. Parce qu'on peut interagir avec des créatures qui parfois, il ne faut pas les faire. Donc il faut être précautionneux et respectueux de l'ensemble de ces mythes et de ces traditions qui codifient la vie. On a peu parlé de cette biodiversité unique au monde, pourtant, même si l'Amazonie n'est pas que le poumon vert qu'on décrit, ça reste extrêmement important. Et on le voit au travers de l'utilisation des plantes et des techniques pour utiliser justement cette nature verdoyante. Oui, tout à fait. Les scientifiques ont très bien établi aujourd'hui les liens entre la diversité culturelle et la biodiversité. Non? On sait aujourd'hui que la biodiversité, ce n'est pas tout à fait un fait naturel. Donc, et surtout, les rôles des populations locales dans l'entretien de cette immense biodiversité qu'il y a. Et les jardins autochtones, si un jour vous partez en Amazonie, je vous invite à visiter un jardin. Et on ne se rend pas compte que nous sommes dans un jardin. On a la frontière entre la partie cultivée et la partie sauvage n'existe pas. Et là, on se balade dans un endroit, on ne sait pas où est la main humaine, où c'est la main de ce que nous appelons la nature, non? C'est quand c'est réussi, non? Exactement. Il y a toute cette relation aussi très, très respectueuse, je pense, de l'environnement. Et en Amazonie, je pense que, différent de ce qui se passe chez nous, eux, ils considèrent la nature et les êtres naturels comme des relations sociales, finalement. Et donc, il y a beaucoup de respect pour cette nature et la biodiversité qui en découle. C'est une exposition monde qui nous donne à réfléchir, nous fait voyager et nous embarque par sa beauté. Les objets, les archives comme les œuvres inspirées de ce territoire nous montrent son caractère unique et je trouve une très grande spiritualité. Ça déclenche beaucoup d'émotions chez ceux qui viennent la voir. Oui, j'espère bien, parce que là, on invite en quelque sorte les visiteurs à être ouverts à d'autres formes d'existence, à d'autres formes d'être en relation avec le monde et avec l'environnement et avec les autres formes d'existence. Moi, je trouve ça très beau et très riche. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. C'est Amazonia au musée du Quai Branly. Un grand merci. Merci à bientôt. À bientôt. On passe tout de suite à la conso. Si je vous dis fromage délicieusement fondu sur de petites pommes de terre à chair ferme, cuites à la perfection, jambon de qualité et quelques petits cornichons sur le côté, vous me répondez raclette et c'est bien normal, c'est notre repas d'hiver préféré. Ce qu'on sait moins, c'est qu'en plus de se faire plaisir, on fait plaisir à ceux qui nous nourrissent et ça c'est encore mieux, c'est non négligeable. On en parle avec vous, Éric Delachesnais, vous êtes journaliste Le Figaro, spécialiste des questions d'agriculture et de ruralité. 38 000 tonnes vendues par an en France.
France de raclette. Vous en mangez combien par an ? Oh, au moins une tonne. Au moins une tonne. Ouais, regardez, j'ai un bon point. Ouais. Mais en même temps, c'est obligatoire, c'est notre plat fétiche. Et c'est d'ailleurs ce que vous documentez dans un papier. Et en fait, je me suis rendu compte que la raclette, c'était l'équivalent, vous savez, de la mozzarella à l'été. Oui. Donc la raclette, c'est la mozzarella de l'hiver. Et donc à partir de novembre, là, quand il fait bien froid, comme actuellement, bien gris, on a envie de se réchauffer le cœur, et puis d'être entre amis dans une ambiance conviviale ou avec ses enfants. Et c'est un plat qui est très simple à faire, même si on est béotien en cuisine. C'est difficile de rater une raclette. Oui, c'est très difficile. Parce que c'est chaleureux, c'est délicieux, c'est facile à faire, c'est gras, on adore le gras, ça fait du bien, surtout dans ces périodes hivernales. Chaque foyer français, on consomme en moyenne 2,1 kg par an. Et ça arrive même devant le camembert dans la liste de nos fromages préférés, c'est dire. Oui. C'est dire que les goûts et les couleurs changent. Et c'est un fromage aussi qui a l'attrait des jeunes, parce que justement, c'est pas trop cher. C'est en général, en moyenne, 12 € le kilo. Et puis, comme je le disais tout de suite, là, c'est convivialité, c'est grosse blague aussi, parce qu'il y a le fromage qui fond, c'est blague potache. Et puis on fait un peu chacun comme on veut. Et on fait chacun comme on veut. Et puis on peut l'accommoder. C'est un plat très bon pour les végétariens. Il y a de plus en plus de végétariens. Donc vous pouvez très bien mélanger une pomme de terre, un cornichon, et puis avec une bonne raclette. Il y a même de la raclette totalement végétarienne, c'est-à-dire sans produits d'origine animale. Ça, c'est plus pour les véganes. Et puis, il y a raclette et raclette aussi. Je me suis rendu compte. Alors justement, ça c'est très important parce que, on le disait tout à l'heure, ça peut être un acte aussi engagé de consommer de la bonne raclette. Oui. La vraie raclette, elle vient d'où et comment on la choisit bien ? La vraie raclette, elle vient de Savoie. Elle vient de Savoie. C'est la seule appellation AOP, enfin IGP, indication géographique protégée. Et mais comme il n'y a pas assez de lait de Savoie, malheureusement, on est face à cette demande qui est en croissance, en très forte croissance. On prend du lait aussi d'autres vaches. Mais pour rester à la raclette IGP lait de Savoie, c'est du lait qui vient de Montbéliarde, d'Abondance ou de Tarine, les trois races principales de cette IGP et de cette région, les deux Savoies. Et malheureusement, elle ne réussit qu'à subvenir aux besoins de 5% de la population parce qu'il n'y a pas assez de vaches. Et que pour faire 38 000 tonnes de fromage, en gros, pour 1 kilo de fromage, il faut 7 litres de lait. Donc, vous imaginez, c'est énorme. Il faut des quantités de lait très impressionnantes. Et avec ce qu'on consomme en raclette, ça nous oblige à faire d'autres choix, c'est ça. Et donc, on se tourne vers même le lait de l'Ouest de la France, le pays du camembert, donc d'où je viens, la Mayenne et la Normandie. Et vous voyez, j'ai découvert aussi, grâce à cet article, que la laiterie d'Entrammes, que je ne connaissais pas, qui est en Mayenne, a été sauvée grâce à la raclette. Oui. Parce qu'au départ, ça crée des jolies histoires aussi, parce qu'ils n'avaient plus assez de production de lait. Ils faisaient en fait un fromage à pâte pressée non cuite. C'est à peu près le même process de fabrication que la raclette. Et le fromage était trop vieux, besoin de rafraîchissement, comme pour tout. Et donc, ils ont fait un cahier des charges. La coopérative C'est qui le patron est venue les aider. Vous savez, le lait solidaire là, de Nicolas Chabannes. Oui, tout à fait. Et donc, ils se sont rendus compte que pour subvenir aux besoins du marché, tout en permettant à l'entreprise d'utiliser son savoir-faire et son outil de production, il fallait faire de la raclette. C'est génial comme reconversion. Oui. Donc c'est malin. C'est malin. Et puis ça répond à nos besoins, ça reste français et ça permet à des coopératives laitières de continuer à fonctionner. Oui, et c'est de la raclette au lait cru. Lait cru et lait bio. Et produit par des centaines et des centaines de vaches et aussi produit par 32 familles de producteurs et d'éleveurs laitiers de Mayenne. Qu'on salue évidemment. Qu'on salue. Et en plus, ça sauve 22 emplois de cette laiterie d'Entrammes et ça crée des liens. Vous voyez, moi je suis dans le 15e arrondissement à Paris et donc je me suis rendu compte qu'il y avait des sociétaires, c'est qui le patron de Nicolas Chabannes, qui mettaient en avant la raclette de façon bénévole. Il y a 17 000 sociétaires chez c'est qui le patron. Ouais. Et ces sociétaires qui ont voté pour la raclette, eh bien maintenant s'en occupent, mais jusqu'au bout. Ils ont été voir les producteurs, ils ont été voir la fromagerie. Oui, ils ont fait la partie plus commercialisation finalement. Oui, voilà, oui. Jusque chez nous. Jusque chez nous, voilà. Raclette. Alors il y a deux grandes surfaces qui jouent le jeu.
Pour la raclette, pour le lait, c'est qui le patron, il y en a plus. Mais pour la raclette, c'est Franprix et Carrefour City. Okay. Et je me suis rendu compte qu'à côté de chez moi, il y a un Franprix et que les sociétaires chez qui le patron avaient fait une opération commerciale. Et ça crée des liens. En barquette, elle est aussi bonne que celle à la coupe? Parce qu'il n'y a que 10% de ventes annuelles qui se font à la coupe. Pourtant, ce n'est pas vraiment plus cher. Ça dépend où on va, mais... Oui, ce n'est pas tellement plus cher. La raclette, c'est qui le patron? Pour des raisons de praticité, c'est sous vide. D'accord. Elle est très bonne, elle est au lait cru. Mais j'imagine qu'il y a différentes qualités aussi. Oui, il y a oui, il faut bien, voilà, il faut garder. Et là, ça, j'ai appris de Véronique Richer-Le-Rouge, qui est un peu un spécialiste des fromages AOP en France. C'est mon rêve d'être spécialiste des fromages. Donc, il faut regarder l'étiquette. Il faut regarder l'étiquette. Et alors, on peut être très surpris. Okay. On peut être très surpris. Hein. Oui, on peut voir qu'il y a des adjuvants pour que la raclette fonde plus vite. On peut voir qu'il y a des colorants pour lui donner. Ça, c'est pas génial. Non, ça peut pas génial du tout. Donc on prend la formule la plus simple. On prend la formule la plus simple, exactement. La raclette nature. Parce et que ce qu'on la voit base aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de restaurateurs et notamment des fast-food. Vous en parlez dans votre papier, qui font ces délicieux sandwichs à la raclette toute chaude. Là, ils le versent au dernier moment. Donc finalement, ça aussi, ça dope la production et ça tire la production vers le haut. Exactement. Hein, les fast-foods sont très imaginatifs. Il y a Burger King, pour ne pas les nommer, qui font un burger avec du fromage à la raclette et puis au tacos, les nuggets à la raclette. Vous connaissez tout par cœur. Moi, je pensais juste à côté, dans la petite rue qui monte vers Pigalle, il y a un artisan qui achète son pain frais tous les matins. Il met un joli jambon de Paris à l'intérieur et il vous fait couler la raclette au dernier moment dessus. Ah, c'est pas mal. Hein. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Je veux bien, avec plaisir. Ça fera peut-être des jaloux. Mais mais il y a aussi ça à Annecy. Ah bah oui. Capitale de la raclette quand même. Les délices d'Émilie. Les délices d'Émilie, vous connaissez tout. Alors ce qui est génial, c'est que ça crée des belles histoires, vous l'avez dit, ça sauve des coopératives, ça sauve des producteurs et on est ravis que ça soit le cas. Du coup, on fait attention sur toute notre assiette. Les pommes de terre aussi, elles doivent être françaises. Oui, les pommes de terre doivent être françaises. Après, il y a pommes de terre. Là, je trouve que ça va bien avec les charlottes. Et puis, la charcuterie aussi doit être française. Très important, port français. Très important. Oui, port français. Quand on mange de la charcuterie. Oui. Mais on est quand même nombreux à en consommer. Oui, beaucoup. Un dernier mot sur la raclette, puisque c'est quand même une bombe calorique. Il faut faire un peu attention. Comment est-ce qu'on reste parcimonieux et comment est-ce qu'on fait attention? On va voir son nutritionniste, on en a un. Oh non. On en mange le moins possible. Non, non, surtout pas. Il faut garder le moral. Non, et moi, j'ai demandé à Jean-Michel Cohen, qui est nutritionniste à Boulogne, à Paris, et je m'attendais à ce qu'il me dise non, surtout pas, pas de raclette, interdit. Il m'a dit si. Tu peux en manger. Il me demande, tu t'appelles pour toi ou pour... Je dis, pour tout le monde. OK. Parce que c'est peut-être qu'il aurait été plus dur avec moi. Mais il dit, si, on peut en manger 4 tranches, en gros 100 grammes, avec une pomme de terre bouillie et du jambon blanc. Il n'est pas marrant, votre nutritionniste. Non. C'est moi, pour quand ça je que je vais chez mon fromager, je lui dis, il faut à peu près combien par personne? Oh, 200, 250 grammes. Vous voyez, donc on est quand même largement au-dessus. Mais c'est vrai que ça fait partie des plaisirs de l'hiver. Et puis en plus, ça soutient nos producteurs, nos éleveurs. Et ça, c'est quand même un vrai bon point. Oui, parce que le prix du lait qui est payé aux éleveurs laitiers de chez qui le patron ou la Tome des Savoies, IGP, il est largement au-dessus de la moyenne du prix conventionnel. Et c'est un prix rémunérateur. Pour c'est qui le patron, c'est 59 centimes. Pour la fruitière de Savoie, c'est 65 centimes. Okay. Donc c'est largement au-dessous du coût de revient qui est autour de 54 centimes en moyenne. Donc ça, c'est aussi vertueux. Il faut faire attention quand on achète à acheter chez ceux qui permettent la juste rémunération de ceux qui nous nourrissent. Exactement. Il y a C'est qui le patron, il y a cette fruitière qui fait les choses dans les règles de l'art, évidemment, et qui est en Savoie. Est-ce qu'il y a d'autres marques? C'est difficile. Ils me viennent à l'esprit, pas pour l'instant. En tout cas, on vérifie les étiquettes, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'ajouts c'est quoi l'adjuvant, le mot? L'adjuvant. Adjuvant? Ça, c'est dangereux pour la santé. Oui, parce que c'est un adjuvant. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais c'est une molécule, c'est indiqué dans votre papier. Dans mon papier. Tout à fait. Et l'article, il est en ligne. Donc, il est disponible sur Internet. Et c'est... Véronique Richer-Le-Rouge m'a dit que c'est l'équivalent d'un antibiotique. Donc c'est assez moyen. Ah oui, on évite, en effet. Oui. Bon, pour tout savoir sur la raclette et pour continuer à se documenter avec vos excellents papiers, on vous lit évidemment dans le Figaro. Merci beaucoup Éric Delachesnais d'être venu nous en parler dans cette rubrique Conso. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.